Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Garrigues. Donc, on poursuit le cycle Croquons la Garrigue avec la présentation de producteurs, de produits, d'aliments issus du territoire des Garrigues dans le Gard et dans l'Hérault. Le mois dernier, nous étions dans le Gard avec les olivettes du pays de Nîmes et ce mois-ci, on est de retour dans l'Hérault avec un éleveur de moutons, Patrick Maillet, qui va nous présenter son travail et les aliments sur lesquels il travaille. Bonsoir, du coup, moi je suis Patrick Maillet, je suis éleveur, berger, transhumant, limite Gard-Hérault, puisque nos secteurs de pâturage sont les communes de Claré, Loré, Sauterargues, Vaquières, mais aussi Corconnes, Brouzé. On est de temps en temps amené à déborder aussi sur Pompignan. On a un troupeau mixte, alors je dis on avec ma compagne, on a un troupeau mixte au vin de Caprin, donc brebis et chèvres. On est en plein air intégral, donc comme on peut voir sur la vidéo, là, on n'a pas de bâtiment, on fonctionne avec des clôtures mobiles pour la contention du troupeau quand on n'y est pas, donc de nuit. Ou aux périodes de chaume, là, comme sur la vidéo. Et donc, on valorise des parcours qui sont à la fois les garrigues et des espaces agricoles autres. Donc, on travaille avec d'autres agriculteurs comme les viticulteurs pour avoir un fonctionnement un petit peu d'échange où là, le troupeau va consommer l'herbe dans les vignes. Ça permet à la fois un désherbage des vignes au printemps et une fumure du troupeau, une fumure de la part du troupeau des espaces agricoles. Voilà, donc le troupeau, on peut voir là sur la vidéo sur la droite, c'est le Roc des Maths, donc là c'est sur le secteur de Loré. Ça, c'est pour la période hivernale. Après, en été, on transhume à pied sur le secteur des Causses méridionaux, le Causse Noir, donc sur les bords du Causse Noir qui tombent sur la vallée de la Dourbie. Donc voilà un petit peu pour le cadre géographique. J'insiste un petit peu plus sur le mode de conduite du troupeau, qui est une conduite donc en plein air intégral et en pastoralisme intégral aussi, j'ai envie de dire, dans le sens où il n'y a aucune complémentation du troupeau. Le troupeau va prélever l'intégralité de la ressource sur pied. Donc, il n'y a aucun stock de fourrage qui est fait, aucun stock d'aliments concentrés, que ce soit du maïs, de l'orge, etc. Donc, la production est intimement liée à la présence de la ressource sur le territoire. Donc, toute notre production est fortement liée aussi aux conditions météorologiques à très court terme et à plus long terme. Donc, par exemple, les épisodes météo un peu intenses, sécheresse de 2017-2018, on en a fait les frais concrètement en termes de production jusqu'en 2020. Donc, la composition du troupeau, il y a à peu près 300 bêtes, entre 300 et 400 bêtes adultes. Il y a un tiers de bêtes qui sont des caprins, donc chèvres, qui sont destinées à la fois à la production laitière et à la production de viande. Donc, on a deux races de chèvres, la chèvre du Rove qui est mixte viande et lait, la chèvre du Massif central qui est plutôt à vocation laitière. Et ensuite, on a, en termes de brebis, enfin d'ovins plutôt, on a essentiellement de la race Rayol, qui est la race qui est plutôt liée Enfin, son bassin, c'est les vallées cévenoles, mais historiquement, il y avait une forte complémentarité entre les différents territoires Garrigues, Cévennes et Causses.
Et les élevages, par exemple, là, de Rayol, descendaient en hiver dans les garrigues, étaient sur les Cévennes en intersaison et montaient en été sur les zones de Causse ou sur les massifs de l'Égual et du Lozère, voire au-delà, mais c'est plus anecdotique. Plus précisément encore dans la composition du troupeau, donc il y a les mères, donc les brebis et les chèvres, qui vont faire des agneaux et des chevreaux. Et on a vu qu'on a un élevage où il y a très peu de complémentation, c'est même pas très peu de complémentation, c'est aucune complémentation, on ne peut pas avoir de bêtes qui sont prêtes, entre guillemets, en termes de boucherie, à quelques mois, comme c'est le cas pour la plupart des producteurs d'agneaux ou de chevreaux, donc des animaux qui sont prêts entre 4 et 6 mois. Là, on est dans un système où on va plutôt jouer sur l'aptitude des bêtes à faire des arrêts de croissance aux périodes de disette pour des questions de météo ou de disponibilité foncière, puisqu'on a, ça j'ai oublié de le dire, on n'a aucune maîtrise foncière, donc on va au gré de là où on nous met de l'herbe à disposition. Donc on est herbacier. Donc les agneaux, on ne peut pas les pousser dans notre système. Donc, on va attendre pour les valoriser en viande, puisqu'on se concentre là sur la production de viande ce soir, on va attendre d'avoir des animaux qui, dans leur rythme, atteignent un état corporel qui permet une valorisation. Ce qui fait qu'on a une production qui est très, comment dire, qui n'est pas très régulière. On ne peut pas anticiper et dire, bon, ben, on s'engage à produire tant de bêtes par semaine ou par mois, etc. C'est pour ça que, au lieu de produire de l'agneau qui est donc l'agneau, c'est les bêtes qui ont entre 3 et 6 mois. Si on fait ça, on va valoriser des bêtes qui sont maigres, qui n'ont pas encore atteint leur optimum en termes de développement musculaire, donc développement de viande. On va favoriser une production de bêtes qui ont fini leur croissance. Et sur nos races rustiques, la fin de croissance, c'est à peu près entre 2 et 4 ans, plutôt 3 ans. Et donc là, on est sur une catégorie qui n'est plus de l'agneau, mais qui est réellement du mouton, mais du vrai mouton. Le vrai mouton, historiquement, c'est le mâle castré. Donc là, on voit ma compagne Mathilde, qui est plutôt, c'est elle qui s'occupe plutôt des caprins, qu'ils soient fromagés ou viande. Et là, à l'écran, on a typiquement un bout de viande qui est un bout de côtelette, une noix de mouton. Et on voit sur cette image qu'il y a extrêmement peu de gras de couverture, donc le gras qui est à l'extérieur, et un persillé qui est vraiment très marqué. Le persillé, c'est la capacité de la viande à stocker du gras à l'intérieur même du muscle. Et ça, c'est réellement la caractéristique d'une viande finie et d'une viande de très grande qualité. Donc, on reviendra après sur les qualités, sur les caractéristiques que procure ce persillé. Donc, en termes de... Donc là, sur toutes les images qui défilent à l'écran, c'est un petit peu les images qui vont représenter nos activités. Donc là, on a un mouton de 4 ans qui est dans les prairies devant le Mas-Neuf. Ça, c'est nos productions de fumier. Donc, on essaye de valoriser tout ce que le troupeau nous met à disposition. Ça, c'est notre zone d'estive, donc qui est essentiellement boisée sur la zone de Causse. Voilà, ça, c'est les paysages typiques de notre estive, à 97% boisée. Ça, c'est ma pomme sans le masque. Voilà. De quoi je vais parler en termes de production? Donc, production de viande, on va proposer de la viande un petit peu sous toutes ses formes, soit de la viande sur pied pour les personnes qui ont les capacités et les autorisations de faire eux-mêmes leur viande.
Donc ça, c'est de la valorisation laine et cuir, donc avec le maroquinier. Je fais en même temps les apartés en fonction des images qui défilent à l'écran. Et ça, c'est sur les crêtes cévenols pendant les épisodes de transhumance. Donc, les produits qu'on propose, donc ça va de la viande de la bête sur pied pour ceux qui ont la possibilité d'abattre eux-mêmes. Donc, il peut y avoir des bouchers, il peut y avoir d'autres personnes comme ça. Jusqu'aux produits transformés en pot qu'on a nous-mêmes cuisinés et jusqu'à présent, on fait la transformation à l'atelier du CFPPA de Florac qui nous permet d'avoir accès à des outils de transfo, à des cuisines complètes avec possibilité de faire les conserves puisqu'il y a les autoclaves. Donc, on va proposer viande sur pied, de la viande en caissette, et on va aussi proposer donc, des pâtés, rillettes ou des plats un petit peu plus des plats un petit peu plus avancés. L'image que vous voyez là, c'est un petit peu le début de notre aventure sur le mouton. Donc le mouton dont je parlais tout à l'heure, donc qui est un mâle castré qui a fini sa croissance. Et là, c'est une carcasse qu'on a proposée à Georges Rousset, qui est l'ancien chef du restaurant des Muscardins, qui était à Saint-Martin-de-Londres, qui est quelqu'un qui connaît très bien cette viande un petit peu particulière qui est le mouton, puisque quand il était en activité, il allait chercher lui-même, il allait choisir lui-même les bêtes dans le troupeau qui était à côté de chez lui. Et donc, il nous a proposé des recettes à partir d'une carcasse où on a, avec 5 recettes, on a amené la carcasse et on a récupéré juste les os blancs, c'est-à-dire qu'avec 5 recettes, on a valorisé l'intégralité de la carcasse jusqu'aux os pour faire les sauces. Alors, je n'ai pas les termes techniques exacts. Et voilà, les abats pour faire de la farce, pour aller farcir de la poitrine, etc. En termes de transfo, on fait aussi de manière très saisonnée de la transfo plutôt pour de la grillade. Donc, ça va être saucisse merguez ou viande hachée en frais qui est proposée plutôt l'été à la période où on va faire la sélection sur les bêtes qu'on va garder ou pas pour la reproduction, puisque c'est quand même de l'élevage, donc on sélectionne nos bêtes. Il y a tout un processus de sélection par rapport à l'adaptation de nos bêtes au territoire, etc. Donc les brebis qui arrivent, elles, en fin de parcours dans nos élevages, c'est-à-dire qu'elles sont en échec dans leur production, c'est-à-dire qu'elles vont pas donner elles vont pas mettre en valeur les aptitudes qui sont nécessaires à la vie sur notre territoire. On va choisir de les valoriser donc plutôt en saucisse merguez ou viande hachée. Et quand on valorise des bêtes en viande, que ce soit de l'agneau, de la brebis, du mouton, de la chèvre, du cabri, peu importe la bête, on va essayer de valoriser tout ce que la bête nous propose. C'est-à-dire qu'on va valoriser la viande, mais on va aussi valoriser la peau, puisque les peaux sont récupérées pour une valorisation en cuir avec les maroquiniers et d'autres acteurs du territoire, notamment Cuir et Peau du Midi, qui est basé à Liouk, donc juste à côté de Quissac. En termes de vente, on fait uniquement de la vente directe, soit sur les marchés comme vous avez pu voir sur une photo précédente, soit une vente où on a une liste de personnes qui sont potentiellement intéressées. Donc, on a une liste d'adresses email des clients potentiels, on va dire, des consommateurs qui sont régulièrement intéressés pour acheter de nos produits. Et dès qu'on a des bêtes qui sont prêtes à passer en viande, on contacte l'intégralité de notre liste de diffusion et pour proposer tel ou tel produit. Les personnes intéressées
ou qui ont la possibilité de faire la commande parce qu'ils ont de la place dans le congélateur ou qui sont présents à ce moment-là, nous passent une précommande. Comme ça, on a juste la quantité de bêtes à passer à l'abattoir. Et ensuite, on fait les livraisons, en général, sur Claré, Montpellier ou pour les groupements d'achat sur Violent-Laval ou Saint-Mathieu-de-Tréviers. Voilà. Alors, j'ai un peu présenté mes deux premiers points. Je ne sais pas, Françoise, tu voulais qu'on aborde les circuits de vente, mais est-ce que tu avais d'autres choses un petit peu plus précis à apporter ou d'autres points que j'aurais oubliés? Non, en fait, là, ça me paraît clair. Peut-être si des personnes ont des questions sur ces points abordés. J'aurais peut-être une dernière question au niveau de la labellisation ou de mention particulière sur ton produit. Est-ce que c'est peut-être pas nécessaire puisque tu es en vente directe, mais voilà, est-ce que tu as réfléchi ou pas voilà. Oui. Alors, en termes de labellisation, aujourd'hui, on n'a pas accès, il n'est pas possible pour nous d'avoir accès à la labellisation bio parce que nous n'avons aucune maîtrise foncière et que la labellisation bio est essentiellement attachée à du foncier. Donc, c'est très difficile, voire impossible, en absence de maîtrise foncière, d'avoir une labellisation bio. Ensuite, alors pas forcément label, mais marque, on est en train de travailler avec quelques éleveurs qui ont à peu près le même fonctionnement que nous, avec ma compagne Mathilde, et en partenariat avec des gens de Supagro et de l'INRA, à monter une marque sur le produit un petit peu particulier de ce mouton dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, certains d'entre vous ont peut-être vu passer un peu des infos ou des questionnaires par rapport à cette démarche-là. Et donc, cette démarche, on peut la retrouver sous le terme d'abeillard mouton d'oc. Donc, c'est un petit peu les termes qui sont issus d'une enquête auprès des consommateurs et des professionnels. Voilà. Je ne sais pas si on peut partager cet écran-là. Est-ce que vous voyez la carte là qui s'affiche à votre écran? Oui. Oui. Donc, c'est… tac. Donc, abeillard, c'est un petit peu le abeillard mouton d'oc sont les deux termes qui ont été un petit peu indissociables auprès des enquêtés. Donc, c'est cette démarche qui est en cours non pas de labellisation, mais on ne va pas dire marquage, mais on essaye on est en train de rédiger le cahier des charges d'adhésion à cette démarche collective. Donc, on va pouvoir retrouver sous le terme de abeillard mouton d'oc. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, pour voir un petit peu avoir des informations sur la démarche, vous pouvez aller sur l'adresse abeillard.fr. Abeillard, ça s'écrit A-B-E-L-H-A-R. Bon, on passera sur l'étymologie. Pour ceux qui veulent l'étymologie du terme, on pourra en parler peut-être dans un autre cadre. Voilà, Françoise, je ne sais pas si ces aspects-là de labellisation ou marque, c'est ce vers quoi tu voulais que j'aille? On ne t'entend pas, Françoise. Je ne sais pas si tu nous parles, mais tu as ton micro qui est coupé. Excellent, merci. Donc, je viens de l'activer. Je disais oui, exactement. Je voulais arriver à ce que tu viens d'expliquer, donc par rapport à la labellisation AB. Par rapport à tes produits. Et puis, ce nouveau produit que tu es en train de développer, cette marque, pardon. Et peut-être on peut prendre aussi la question de Michel, qui était au sujet des chèvres. Je lis en fait sa question, elle est de cet ordre-là. Les chèvres ne broutent-elles pas dans les vignes? Donc, alors, ouais, les chèvres ne broutent-elles pas les vignes, même, je vois. Pas plus que les moutons. Après, ça dépend à quelle période les chèvres ou les moutons sont dans les vignes.
là, il vaut mieux pas que les chèvres ou les moutons soient dans les vignes tout de suite, parce qu'effectivement, avec les bourgeons et les feuilles naissantes, c'est extrêmement appétant pour les uns comme pour les autres. Donc là, ça risque de provoquer des dégâts considérables. Mais non, les chèvres ne vont pas consommer les sarments secs. Donc, on est présent dans les vignes vraiment à partir de la fin des vendanges, voire à partir de la fin de l'aoutage. Il me semble que c'est ça le terme technique. Donc, le processus de stockage de l'énergie dans le bois, donc dans les sarments. Et c'est en fin de période de végétation, il y a une descente un retour de sève vers le bois qui est fait. Donc, il vaut mieux pas que les bêtes consomment la feuille à ce moment-là, puisque ça va limiter ce retour de sève. Donc, en fonction des viticulteurs, certains souhaitent que le troupeau passe juste après la vendange, ce qui permet de couper les cycles des maladies cryptogamiques. Le fait que le mouton, la chèvre, consomme la feuille, il n'y a plus trop d'enjeux par rapport à cette histoire d'aoutage, mais c'est après un calcul coût-bénéfice. Est-ce que je préfère que ma feuille soit consommée, donc éviter que la feuille avec les spores d'oïdium ou de mildiou se retrouve au sol pour ensuite compléter le cycle, ou est-ce que je préfère attendre que la feuille ait fini de faire son retour de sève, et quitte à ce que ça dépend des parcelles, ça dépend de l'approche du viticulteur. Et donc on rentre dans les vignes donc à l'automne pour en ressortir juste avant le débourrement des vignes. Donc il n'y a strictement aucun risque et aucun dégât relaté par les viticulteurs. Après, notre approche avec les gens avec qui on travaille, c'est d'être clair. On dit nous sommes des éleveurs, vous êtes des cultivateurs, vous connaissez vos vignes, vous nous dites quand on rentre, vous nous dites quand on sort, et vous nous dites quel est le résultat que vous souhaitez obtenir avec le troupeau. On vous dit ce qui est possible ou pas possible de faire. Et on va leur expliquer comment nous, on voit les choses pour arriver à ce résultat-là. Donc, si ça match, si ça colle, si tout le monde est d'accord, on est parti pour une relation de partenariat. Moi, quand la vidéo que vous avez vue, je l'ai filmée il y a un mois. C'était le 19 mars. Et j'ai vu le viticulteur quand je suis venue. Donc, je lui ai posé 2-3 questions. Il m'a dit qu'effectivement, pour le moment, il n'y avait pas de problème d'avoir les moutons, mais que c'était vraiment la fin. Qu'après, ils allaient… Donc, évidemment, c'est des vignes bio. Il faut que ce soit du bio pour les animaux. C'est pas qu'il faut que ce soit du bio, c'est qu'à partir du moment où il y a une conduite dite conventionnelle, ça ne sert à rien qu'on aille dans la vigne avec le troupeau, il n'y a pas la ressource. Donc, on ne va pas s'embêter à rentrer dans les parcelles s'il n'y a rien à consommer, ou alors qu'il n'y a aucune diversité et qu'il y a une espèce de plante qui est même en général pas forcément intéressante pour les bêtes. De fait, les vignes qui sont conduites en bio sont à peu près les seules qui sont intéressantes au pâturage. Et là, Henri demande si vous avez beaucoup de vignerons qui font appel à votre troupeau. C'est un petit peu délicat. Il y a beaucoup. Le troupeau peut apporter beaucoup de choses aux viticulteurs. Le troupeau peut apporter effectivement, peut être un auxiliaire de culture, on va dire, en réalisant des tâches que le vigneron n'aura pas à effectuer, le désherbage, les apports de matière organique, mais il peut aussi apporter de l'image, dans le sens où un troupeau dans les vignes, en termes d'image, c'est relativement vendeur. Certains viticulteurs sont plutôt axés sur les aspects agronomiques et sur les échanges agronomiques. D'autres viticulteurs sont plutôt axés sur les aspects, sur les apports en termes d'image. Je vous avoue que je préfère travailler avec les viticulteurs pour des échanges plus agronomiques. Donc, si on compte l'intégralité des sollicitations, que ce soit agronomique ou en termes d'image, oui, on a beaucoup de viticulteurs qui nous sollicitent. Après, il y a une période de 10-15 jours où on a énormément de sollicitations de la part des viticulteurs
la période juste avant débourrement et au moment où la vigne démarre plein pot. Et là, il faudrait que le troupeau soit dans toutes les vignes du pays. Donc, c'est un petit peu difficile. Et il nous faut un petit peu choisir avec qui on va travailler. Et le choix se fait de manière assez naturelle. C'est les viticulteurs avec lesquels les échanges sont les plus notables, c'est-à-dire où il y a une co-adaptation, enfin un travail commun et une adaptation des deux paysans de leurs pratiques. Moi, j'adapte les pratiques de pâturage aux besoins du viticulteur. Et à partir du moment où le viticulteur fait aussi une adaptation de ses pratiques dues à la présence du troupeau, soit en décalant légèrement ses dates de travaux ou l'organisation de ses travaux, quand je vois qu'il y a un vrai partenariat avec le viticulteur, je fonce et je vais plutôt travailler avec des gens comme ça. Super. Alors, là, on a fait pas mal d'apartés du coup sur la conduite du troupeau dans les vignes. Est-ce qu'on reprend c'est vrai qu'on avait prévu de parler de façon générale des circuits de vente. Françoise, tu veux bien en parler un petit peu plus? Oui, alors je vais pour cela partager mon écran. Je vous ai préparé un petit diaporama, donc j'y vais, je partage. Voilà, je ne sais pas si vous avez accès, si vous le voyez. Oui. Donc, pour préparer cette question, manger de la viande produite localement sur le territoire, ben, Patrick a un petit peu répondu. Il a notamment dit quand. Il a bien dit qu'on n'avait pas de la viande tous les jours. Donc, ce qui quand même a quelque chose à prendre en compte quand on est consommateur et qu'on a l'habitude d'aller juste au supermarché pour rechercher de sa viande. Donc là, en gros, on a des périodes, de la saisonnalité qui rentre en compte aussi dans la production de viande. Et on pourrait dire qu'il y a en gros deux périodes, une période de printemps-été et puis une autre d'automne pour avoir accès à ces différents produits. Ensuite, j'aurais bien aimé répondre à la question comment, sous quelle forme, parce que on peut l'avoir donc sous forme de colis avec de la livraison donc à domicile où le producteur peut aller faire une tournée et livrer les personnes chez elles, ou dans des zones, des lieux communs collectifs de collecte, comme l'a mentionné Patrick, quand il parlait des groupements d'achat ou des AMAP, il y a aussi possibilité de greffer de la viande sur ce type de distribution. Donc, on parlait de colis de caissettes, on parle donc de colis qui sont prédéfinis par le producteur, l'éleveur. Le consommateur n'a pas forcément toujours le choix des morceaux. Donc, c'est un choix de découverte aussi. Et par contre, il y a un prix fixe voilà, qui est donné et il est lissé sur l'ensemble des produits. Alors qu'à la boucherie, on va avoir, en fonction du morceau choisi, un prix différent. Donc ça, on pourra revenir aussi sur cet aspect-là avec Patrick. Et on peut avoir aussi à la pièce. Il est possible d'avoir des produits issus d'un élevage local à la pièce. Donc, par exemple, dans les boutiques paysannes ou sur les marchés. Il y a aussi un système qui est dans l'Hérault, mais peut-être dans le Gard, il est similaire, mais je connais surtout celui de l'Hérault, c'est Terroir Direct, basé au nord de Montpellier à Castelnau, où il est possible d'acheter des pièces, enfin de la viande à la pièce. Et là, on aura par contre un produit, un prix spécifique pour chaque produit. On peut... donc voilà, et puis ensuite, je voulais juste finir par où trouver les adresses, parce que c'est souvent un fameux casse-tête chinois. Voilà, j'ai envie de manger de la viande produite localement, mais comment et où? Donc, j'ai parlé des boutiques paysannes. Donc, je dis boutique paysanne, c'est un label dans l'Hérault, le Gard, l'Occitanie, où sont les producteurs qui viennent en fait vendre leurs produits. Donc, on est là à nouveau en vente directe et on peut rencontrer le producteur.
à la différence des boutiques de producteurs, où là, c'est souvent un intermédiaire qui revend les produits. Voilà, c'était juste un aparté. Donc, on peut retrouver ces producteurs, ces éleveurs sur toutes les annuaires professionnels. Donc, par exemple, sur celle du CIVAM 34, 30, le Bio 34, sur les listings des chambres d'agriculture par département, ou aussi par les AMAP, l'entrée AMAP. Donc, on a l'accès aux producteurs de viande et aussi par de nombreux sites de référencement qui font de la géolocalisation, comme par exemple celui de la métropole vocale, où il suffit par exemple de choisir cocher viande, et là on a tous les producteurs qui vont défiler avec leurs petites fiches. Je ne t'ai pas trouvé, Patrick, peut-être que tu pourras nous expliquer par choix, ou je ne sais pas pourquoi tu n'es pas référencé dans ce type de listing, de site. Et voilà, et là c'est un autre que j'ai trouvé qui est national et qui est plus basé, enfin, qui fait un focus sur l'Hérault ou sur le Gard. Voilà un petit peu pour les modes de vente pour avoir de la viande produite localement en direct, en vente directe, avec soit un seul intermédiaire ou pas d'intermédiaire. Voilà, je laisse le débat ouvert, j'arrête le partage. Si tu veux compléter, Patrick. Oui, tu as dit plein de choses très intéressantes et il y a beaucoup d'aspects sur lesquels je peux réagir. Déjà, ton interrogation la directe, pourquoi on ne me trouve pas sur ces plateformes? Il y a plusieurs raisons. Déjà, aujourd'hui, je privilégie le lien direct au consommateur, mais tellement direct que c'est la personne que potentiellement je peux croiser au quotidien. Donc, réellement, les gens de mon territoire. Alors, je déborde un petit peu en m'ouvrant sur les groupements d'achat parce que certains des gens que je croise au quotidien sont dans ces groupements d'achat. Du coup, je vais proposer aux amis de mes amis, on va dire. Mais c'est aujourd'hui, je valorise toute la viande ou tous les produits que je produis sont commercialisés. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de reste. Et donc, je ne suis pas forcément dans une démarche d'accroître de manière considérable les consommateurs avec lesquels je travaille. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas forcément énormément de publicité. Après, les plateformes et les très nombreuses, voire trop nombreuses plateformes sur lesquelles on peut trouver toutes ces adresses de producteurs ont fleuri avec le confinement. Et il y a eu énormément de récupération par des structures privées de ces listings d'adresses. On a été démarché et envahi de démarches commerciales suite à ces inscriptions sur ces plateformes. Donc, vu que je ne suis pas dans un besoin de lisibilité au-delà de mon territoire, je n'ai pas souhaité m'inscrire sur ces plateformes-là. Et je préfère travailler avec le collectif des Garrigues, avoir ce genre d'échange-là pour éventuellement diffuser et attirer des consommateurs au travail que je fais. Voilà. Donc ça, c'est pour les aspects commercialisation. En termes sur la question des prix, effectivement, tu as décrit la différence entre une commercialisation à la pièce où on a un prix qui est variable en fonction de la pièce, en fonction de la catégorie de la pièce, avec les morceaux très nobles, style le gigot, et les bas morceaux, par exemple le collier. Donc, on a toute une gamme de prix en fonction des morceaux, qui est très bien codifié par le code des tickets. Alors que quand on propose une caissette, dans la caissette, en général, pour les ovins caprins, dans une caissette, il y a une demi-carcasse ou un quart de carcasse.
Si c'est une demi-carcasse, le consommateur a l'intégralité des pièces. C'est juste qu'il a la moitié de la bête. Donc, sur du collier où il y a en général 6 tranches de collier, il y en a 3 qui partent à droite, 3 qui partent à gauche. Dans chaque colis, il y a une épaule, un gigot. Sur les 12-13 côtes premières et côtes côtelettes, voilà, on partage toute la bête en deux, mais toutes les pièces sont représentées dans le colis. Alors que quand on a une caissette de bêtes un petit peu plus conséquente, style du porc ou du bovin, là, on a un panel de morceaux plus ou moins nobles, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans le colis. Mais on a des morceaux de différentes qualités. Et effectivement, le prix de la caissette tient compte de cette diversité de morceaux plus ou moins nobles qui sont dans la caissette. Ce qui n'empêche pas, sur un morceau qui est dit pas noble, de faire un excellent plat. Donc là, c'est le chapitre valorisation, recette, cuisine. On va passer à la suite, je pense. Tout à fait. Allez, on lance la perche. On y va. Je vois une question juste de Michel qui nous pose la question: les paysans du coin de Clapiers sont-ils dans le circuit? Alors, peut-être que tu peux préciser, Michel, dans quel circuit dont tu parles. Michel? Oui. Vous m'entendez? Oui. C'est un magasin de collectifs paysans qui vend un certain nombre de produits, que ce soit des légumes, de la truite, des œufs, etc., et de la viande. Alors, il y a de la viande de veau, d'agneau, etc., mais je ne sais pas d'où il vient. Excuse-moi, je n'ai pas compris la fin de ta phrase. Tu ne sais pas d'où il vient, c'est ça? Oui, je ne vais pas demander d'où venaient les viandes. Je sais que les poulets, les canards, ça vient de Montoulieu, les truites, ils viennent de la Buège, etc., etc. C'est un collectif, un magasin paysan en circuit court, qui est installé à Clapiers depuis 3-4 ans. Tu avais parlé de 2 fonctionnements, Françoise. Donc, il y a les boutiques paysannes, où là, ce sont directement les paysans qui viennent vendre leurs produits. Donc, on peut rencontrer le producteur. Oui. Et tu avais parlé d'un autre système où là, il y avait quand même un revendeur. C'est tout à fait. Donc là, c'est une boutique paysanne, a priori. À Clapiers, ce sont les paysans qui viennent. Alors, en fait, il y a quand même des permanents sur la vente aussi, hein, mais ils viennent de temps en temps en rotation. Par exemple, le type qui fait les miels ou les confitures vient de temps en temps. La truite, je ne les ai jamais vus. Les boulangers, bien sûr, sont là. Hein. Bref, c'est en rotation. De même que les légumes, etc. Je les croise quand je cherche les produits. Alors, il y a des élevages de chèvres, mais ça, je crois que je les connais. Ils sont il y a la vaisselle de brebis, des trucs comme ça, et ceux-là, je les connais, c'est Gaëtan. Enfin bref, donc c'était pour savoir si toi, avec ton mouton, tu étais dans le circuit, où est-ce qu'on le trouve? Est-ce que tu as un magasin, un truc de producteur, où on trouve tes bêtes? Oui. Alors, dans mon fonctionnement, c'est très difficile de travailler dans une boutique dans le sens où je suis relativement irrégulier dans ma production. Du fait d'avoir un choix de non-complémentation de mon troupeau et d'être très dépendant de la ressource qu'on trouve sur place. C'est un choix qui est à la fois, qui est entre autres éthique. Et c'est vrai que de fait, je vais m'exclure par ce système de tous les circuits qui nécessitent une certaine régularité dans la fourniture à la fois une régularité dans le temps et une régularité dans le type de produit. Alors, on peut, par le dialogue avec les consommateurs, faire comprendre que le produit ne peut pas être stable dans le temps.
Donc, c'est l'avantage de ces boutiques des boutiques paysannes où il y a un lien direct et un dialogue qui peut s'instaurer entre les consommateurs et les producteurs. Et ce travail-là, en fait, je le fais avec les consommateurs avec lesquels je travaille et qui ont compris que si on a un épisode de sécheresse pendant quelques mois, on risque de ne pas avoir de caissettes proposées à la vente. Et j'explique aussi que tout au long de l'année, les colis vont être de plus en plus conséquents puisque les bêtes grossissent et on ne fait qu'un seul agnelage par an. Donc, le fonctionnement en boutique, aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin puisque j'écoule aujourd'hui toute ma production sans avoir recours à la boutique. Le fait d'avoir recours à un magasin de producteurs ou une boutique paysanne, ça implique aussi du temps de fonctionnement de la boutique. Donc, on s'investit aussi en termes de fonctionnement de la boutique. Et notre fonctionnement, même s'il paraît très économe en termes d'investissement financier, puisque je n'ai pas d'achat d'aliments, je n'ai pas d'achat ou de location de foncier, je n'ai pas d'achat ou de location de matériel pour gérer l'approvisionnement ou le stockage ou l'approvisionnement de stock de fourrage. C'est un fonctionnement qui, en contrepartie, est extrêmement, extrêmement, extrêmement gourmand en énergie et en temps. Et on est contraint d'être avec le troupeau toute l'année par tous les temps. Quand il pleut, on ne peut pas laisser le troupeau dans la bergerie qui n'existe pas et donner du stock de fourrage qui n'existe pas. On doit soit s'équiper avec les bottes et le ciré et le parapluie en bois pour ne pas prendre la foudre, pour aller garder dans les garrigues, ou faire avec le système de clôture mobile, arriver à trouver des endroits un petit peu abrités avec une ressource suffisante pour alimenter le troupeau. Donc, ces démarches de boutique sont très, très intéressantes pour un lien avec le consommateur. Après, voilà, je préfère fonctionner avec les consommateurs les plus proches de chez moi, donc idéalement sur les communes sur lesquelles on pâture ou les communes alentours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais pas appel à ces boutiques. Oui, mais je voulais dire que l'irrégularité de la production, ce n'est pas un problème. Par exemple, pour les paysans du coin à Clapier, le fournisseur de truites, c'est les élevages de truites de la Buège. C'est très irrégulier. Il y a des moments où il fait de la truite fumée, des trucs comme ça, il y a des moments où il y en a, il y a des moments où il n'y en a pas, on demande. S'il n'y en a pas, on viendra un autre jour. Ce n'est pas un problème, le fait qu'il n'y ait pas. Je vois dans ce magasin, les approvisionnements ne sont pas nécessairement très réguliers pour tous les produits. À part le pain, bien sûr, parce qu'il le fabrique tous les jours. Et oui. Alors, pour la viande, la difficulté, c'est le stockage, la conservation. On a quand même une logistique qui est assez conséquente puisque l'abattoir, donc on fonctionne avec l'abattoir du Vigan à partir du moment où ce sont les éleveurs qui ont repris la gestion de l'abattoir, puisque c'est un abattoir qui est propriété de la collectivité, enfin de la communauté de communes. C'était la communauté de communes qui gérait l'abattoir jusqu'aux événements médiatiques. Oui, je me rappelle, effectivement. De 2014. La communauté de communes a décidé de fermer cet abattoir. Il y avait un projet de vente de la totalité de l'abattoir, les murs, l'outil tout entier à une structure privée. Les éleveurs du territoire ont dit stop. Non, nous, on est candidat à la reprise. Donc, on s'est constitué en société. Donc, c'est une SIC, société coopérative. Donc, c'est aujourd'hui uniquement des éleveurs qui font tourner l'abattoir du Vigan, de la réception des bêtes jusqu'à la facturation, en passant par la tue, par tout l'abattoir ne fonctionne qu'avec les éleveurs. Donc, ce sont nous-mêmes qui travaillons avec nos bêtes. Donc, on reprend un petit peu aussi la main sur la mise à mort de nos animaux. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, puisqu'on a été dépossédé jusqu'à présent de cette possibilité. Donc, tous les éleveurs ne peuvent pas réaliser la mise à mort à proprement parler, mais au moins on est présent avec nos bêtes sur la chaîne d'abattage. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Aussi, en termes de logistique,
Donc, l'abattoir du Vigan est quand même à 1 heure de route. Quand on fait abattre des bêtes, eh ben, on ne va pas en faire abattre une par une. Donc, parce que sinon, le bilan carbone, le bilan de temps passé, enfin, ça devient très conséquent. Donc, on va plutôt grouper les commandes. Et à partir du moment où, en termes de logistique, c'est assez lourd, ensuite, partir vers fourniture de boutique, c'est avec la gestion des invendus, avec tout ça, c'est assez difficile. Voilà. C'est réellement en termes de logistique, ça nécessite d'être équipé, pour ma part, avec une chambre froide, avec un véhicule réfrigéré, puisque la distance entre l'abattoir et les éventuelles boutiques sont potentiellement à plus de 80 km ou 1 heure de route, ce qui sont les limites administratives. Il y a des limites comme ça en termes d'équipement et de réglementation sanitaire qui, voilà, faire de la boutique, ça va nécessiter un investissement qui est assez conséquent. Alors, pour recadrer, merci pour toutes ces précisions qui sont très intéressantes. Je recadre juste un petit peu, il est 19h20, on essaye de finir à 19h30 pour rester sur 1 heure. On avait évoqué d'aborder quelques questions cuisine. Françoise, avant qu'on commence, avait soulevé le fait que dans une caissette, quand on a plusieurs morceaux de viande, il y en a parfois certains qu'on ne sait pas forcément cuisiner. Peut-être tu as d'autres choses à dire, Françoise, si on peut parler juste un petit peu de finalement la mise en recette et la transformation pour pouvoir consommer ce produit. Oui, je voulais spécifier que le fait de prendre un colis, ça peut poser question à certains consommateurs, surtout si c'est la première fois. Mais le fait de rencontrer l'éleveur et de l'acheter directement, il nous aiguille. Et je me rappelle avoir reçu donc le colis avec du collier et Patrick m'a donné des informations pour le préparer, par exemple. Voilà, c'est aussi des colis qui, celui de Patrick qui parle de quart de carcasse, on peut se dire, mais oulala, un quart de carcasse, combien ça équivaut? En fait, ça équivaut à 3, 4, 5 kilos, si je me trompe, Patrick. Donc, c'est pas si énorme que ça, finalement. Voilà, on a un peu de mal à comprendre au départ quand on parle de carcasse, demi-carcasse ou quart de carcasse, mais bon, finalement, une fois que c'est découpé, on n'a pas de tant de morceaux que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un congélateur spécifique et si grand que ça pour tout mettre. Pour ma part, je n'ai pas de congélateur, je le fais au-dessus de mon frigo et ça rentre complètement. Voilà, c'est une autre démarche, mais c'est vrai qu'il faut oser aller vers ce type d'achat, de vente. Tout à fait. Après, c'est aussi possible de se grouper avec des voisins, plus facile avec des gens qui habitent pas loin, pour partager en termes de logistique. Si le voisin a un congélateur, on peut aussi partager l'achat du colis. Et après, un colis, c'est entre 6 et 9, 10 kilos vraiment en fin de saison quand le colis on arrive sur des bêtes qui sont vraiment grosses, on va dire. On essaye de ne pas dépasser les 10 kilos, mais dans tous les cas, ça rentre dans un compartiment vraiment, les colis les plus gros rentrent quand même dans un compartiment de congélateur, même un petit congélateur. Après, en termes de recettes et de cuisine, donc il faut savoir que au moins le cadre général pour de la viande, c'est pas trop chaud. Donc là, on aborde vraiment la partie cuisine transfo. Il faut savoir qu'au-delà de 70 degrés à cœur, on va vers des choses qui ne sont pas intéressantes du tout. Ça ne veut pas dire que notre four ne doit pas être à 160 ou à 140, puisque quand on met une grosse pièce de viande, par exemple un gigot, dans un four qui est à 160, la température à cœur arrive à 70 degrés, qu'au bout d'un certain temps, plus le gigot est gros, plus la pièce de viande est grosse, plus la température met du temps à arriver à cœur. Si on a une température élevée à la cuisson, on va avoir un contraste entre la cuisson de l'extérieur et de l'intérieur de la pièce.
Et plus la température va être basse, plus la cuisson sera homogène dans la pièce. Et alors, en termes de plage de température, il faudrait idéalement que ça ne descende pas en dessous de 55-60 degrés et idéalement pas au-dessus de 70 degrés. Donc, c'est une plage très serrée, mais en fait, techniquement, pratiquement, une grosse pièce de viande, style un gigot, une épaule, on peut le mettre thermostat à 100 sur 3 heures, 4 heures, et on a des choses qui sont très intéressantes. Donc, il vaut mieux cuire la viande plutôt à une faible température sur une longue durée. Et là, on va favoriser la tendreté de la viande. On va pas se retrouver avec de la semelle ou quelque chose de très dur. On va limiter les pertes en eau, on va dire, et les pertes en gras. On va favoriser une couleur plutôt rosée plutôt qu'une couleur grise, voire marron. Et voilà, donc c'est la viande, d'une manière générale, doucement. Pas trop chaud et assez longtemps. Après, il y a un peu une exception, on va dire. Vous allez me dire, oui, mais les grillades. Alors, les grillades, en général, ce sont des pièces qui sont relativement fines, style la côtelette, 1 cm, 2 cm d'épaisseur. Le principe, ça va être de saisir les deux faces de la côtelette, de la pièce d'une manière générale, pour créer, en grillant la surface de la pièce, on va créer une espèce de couche un petit peu étanche. On va étanchéifier les deux faces de la pièce, et ensuite on baisse la température ou on remonte la grille du barbecue pour que la température arrive à cœur de manière plus lente. Et là, on a une côtelette qui est grillée sur l'extérieur et qui est quand même cuite à l'intérieur et qui n'est pas forcément crue. Voilà, donc ça, c'est les subtilités de la cuisson. Et c'est la même chose pour un gigot. Si on veut éviter les pertes d'eau, enfin des liquides qui sont dans la pièce, on va saisir la pièce de viande sur toutes ses faces avant de l'enfourner et avant de le passer dans le four, ce qui va limiter les pertes en jus. Voilà, ça c'est le principe de base. Après, il faut savoir que plus la viande est maigre, donc moins il va y avoir de gras à l'intérieur de la pièce. Je ne parle pas de l'extérieur. Plus à l'intérieur de la viande, moins il y aura de gras, plus la cuisson va être technique, on va dire, plus ça sera facile de louper la cuisson, on va dire. Et plus la viande est grasse, plus il y a du gras à l'intérieur de la viande, on arrivera à conserver une bonne tendreté et un bon goût, et tout simplement parce que le gras qui est à l'intérieur de la viande va diffuser lentement, avec une cuisson pas trop forte, va diffuser lentement dans la viande. Et tu nous montrais sur la photo, il y avait une des photos où tu nous montrais une viande que tu appelais persillée. Tout à fait. Donc, qui était bien grasse. Alors, attendez, je vais vous repartager l'image. Voilà. Donc voilà, ça, on voit sur l'extérieur de la côtelette, donc à gauche de l'écran, enfin pas de la côtelette, de cette pièce de viande, on voit sur l'extérieur, sur la gauche, donc il y a un petit peu de gras. Alors, avec la perspective, on dirait qu'il y a 1 centimètre, mais en fait, non, c'est une fine pellicule qu'on voit un petit peu de travers, là, qui doit faire 2 mm. Il y a 2 mm de gras dessus. Donc, ce qu'on appelle le gras de couverture, c'est-à-dire le gras qui est à l'extérieur de la pièce. Par contre, il y a énormément. Là, le persil est très joli, qui est à l'intérieur de la viande. Et c'est ce gras-là qui est à l'intérieur, qui, à la cuisson, va fondre et va se diffuser dans la viande qui est autour. Et il faut savoir que sur les bêtes qui sont... le goût fort qu'on a en général dans les viandes peuvent avoir 3 origines différentes. Soit les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire si c'est une bête entière en termes de hormonal, donc un bélier ou un bouc qui va être en période de rut en plus, donc avec les hormones qui pédalent à fond, là on risque d'avoir une viande qui est forte.
Le deuxième élément, ça va être l'atmosphère. Donc, avec un troupeau qui est en bergerie en permanence, avec une atmosphère confinée, là, on va avoir une viande qui va sentir l'urine. Et le troisième élément qui est le plus important, ça va être l'alimentation du troupeau. Plus l'animal a une alimentation riche et en excès, plus la viande va être forte. Et en fait, ce qui va apporter le goût fort, là, ça va être réellement le gras, et plus spécifiquement le gras de couverture. Puisqu'à partir du moment où un organisme est en saturation de quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer, s'il n'arrive pas à l'éliminer naturellement par les urines, ou voilà, dans le gras de couverture, et c'est ce gras de couverture qui va concentrer tout ce goût fort d'aliments qu'il n'a pas réussi à gérer. Alors qu'à contrario, tout le gras persillé, donc le gras qui est à l'intérieur de la viande, c'est un gras qui est fait sur le long terme. Donc, c'est un engraissement qui est lent, qui va permettre ce persiller. Et cet engraissement lent va être possible avec une alimentation qui est équilibrée et plutôt sur le long terme. Donc, c'est réellement par nos pratiques, on va de plein air intégral avec la ressource disponible, on va favoriser très nettement le persillé au détriment du gras de couverture. Donc, si vous voyez en boucherie une pièce de viande qui est absolument dépourvue de gras à l'intérieur, mais qui a un doigt de lard à l'extérieur, vous pouvez déjà présumer que ce sera une viande qui pourra avoir un goût relativement prononcé. Bon. Merci du coup pour toutes ces informations. Donc, on arrive au terme de notre soirée. Est-ce que vous avez une dernière remarque, question à poser à Patrick ou à Françoise aussi, qui a donné quand même beaucoup d'éléments de compréhension? Moi, j'avais une question sur ce mode d'élevage très extensif, enfin, je ne sais pas comment dire. Est-ce que c'est une tendance un peu qui se répand ou c'est encore quelque chose de très exceptionnel d'être en extérieur tout le temps et de ne pas alimenter les bêtes en dehors du fourrage qui est trouvé sur place, etc. Une question très politique. Il y a une prise de conscience assez récemment de ces modes de conduite qui sont malheureusement un petit peu instrumentalisés en ce moment. Encore un peu plus en ce moment où l'agriculture conventionnelle campe un petit peu sur ses positions avec des injonctions à la production. On est toujours sur cette espèce de leitmotiv, de nourrir la France, qui est le leitmotiv qui date pourtant d'après-guerre. Mais on est toujours là-dessus de la part de la plupart des producteurs. Après, il faut savoir que dans le sud de la France, les pratiques pastorales très extensives comme on a sont quand même relativement présentes. Et malgré le fait que on a dans nos secteurs, et pour recadrer sur le secteur des garrigues, on a quand même beaucoup d'élevage extensif. Bon, peut-être pas au point de nos pratiques à nous, là, ce qu'on a pu illustrer là, mais c'est quelque chose qui, par la force des choses, le fait aussi qu'il y ait une grande difficulté dans la transmission des exploitations agricoles. Les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui ne peuvent plus reprendre les exploitations familiales, ou c'est très difficile de reprendre les exploitations familiales pour des questions de budget. Et les gens qui veulent s'installer dans l'agriculture, mais alors qu'ils ne sont pas issus du milieu agricole, vont assez naturellement, s'ils veulent s'installer en agriculture, surtout dans nos milieux un petit peu difficiles, c'est qu'ils ont la plupart du temps déjà une démarche intellectuelle et qui viennent à l'agriculture par cette porte de penser une agriculture un petit peu autre que le schéma qui est prôné par les instances un petit peu officielles. Donc, une démarche plus respectueuse de l'environnement, etc. Donc, on voit arriver là, dans nos zones pauvres, peu agricoles, quand même, on a beaucoup d'espaces
non valorisés en termes agricoles. Tous les espaces de garrigue sont quand même des espaces aujourd'hui considérés comme non agricoles. Et ce sont des espaces qu'on qualifie en reconquête pastorale. Donc, ce sont des réelles pépinières agricoles où des éleveurs vont venir là, s'installer avec peu de moyens, comme moi, quand je me suis installé, avec 70 brebis, avec 7 000 € dans ma poche et une caravane. Et j'ai commencé comme ça. Et progressivement, je vais asseoir mon fonctionnement sur le territoire avec la mise à disposition progressive par le dialogue de plus en plus de foncier qui va me permettre d'augmenter légèrement le troupeau et d'avoir une réelle activité économique et de enfin pouvoir à peu près en vivre. Excusez-moi. Et c'est pour ensuite éventuellement passer sur un système plus périn avec une mise à disposition foncière plus sécurisée et accéder à des fermes, entre guillemets, pour éventuellement laisser place à d'autres éleveurs qui vont prendre la suite et qui vont comme ça s'installer avec peu de moyens sur cet espace-là pour ensuite aller s'installer réellement ailleurs. Donc, c'est vraiment cette zone des garrigues peut être considérée comme une réelle pépinière d'entreprise agricole. Je crois que c'est une belle conclusion que nous avons là, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Patrick.